Dans cette partie, je vais essentiellement traiter de la question nucléaire dans la péninsule coréenne. Je fournirai les données nécessaires à connaître sur les forces conventionnelles, mais l'essentiel de ce qu'on appelle l'équation de sécurité de la péninsule coréenne n'est pas là. Il est dans la dissuasion nucléaire et dans l'aspect international du conflit, parce que les principaux intervenants sont nucléarisés. Je diviserai donc mon exposé en deux parties. La première traite des conditions de la nucléarisation et de la problématique de la nucléarisation en général. Et la seconde, un peu plus courte et qui est moins importante d'une façon générale, c'est la chronologie de l'acquisition de l'arme nucléaire par la Corée du Nord et la signification de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un au mois de juin de cette année à Singapour. Commençons par une vue rapide de ce qu'est un exercice militaire américano-coréen, comme il en existe tous les ans, pour que l'on comprenne que la péninsule coréenne, c'est encore un lieu dans lequel il y a des tensions militaires très fortes, il y a des dépenses militaires très fortes, et il y a des risques d'escalade militaire très forts. Voyons par exemple la présentation de l'exercice 2016, qui était l'exercice annuel nommé UFG, United Freedom Guardian. Vise à maintenir l'état de préparation contre l'agression potentielle de la RPDC. L'UFG, qui a commencé lundi, implique environ 75 000 soldats, dont 25 000 des États-Unis. 9 autres pays, y compris l'Australie, le Canada et le Royaume-Uni, y participent également. Un responsable militaire a déclaré que les Alliés n'ont pas l'intention de déployer des actifs militaires américains stratégiques dans la péninsule au cours de l'exercice, bien que celui de cette année comprendra un nouveau plan opérationnel de l'Alliance 50-15 qui comprend des attaques préventives simulées sur l'arsenal nucléaire et de missiles de la RPDC. Notez simplement que cet exercice a mobilisé 75 000 soldats et que la totalité de l'armée de terre française est de 112 000 militaires. Donc vous voyez l'importance de ce genre d'exercice, leur coût et la menace qu'ils peuvent représenter ou qui peut être ressentie par la Corée du Nord. Venons-en maintenant à la question nucléaire et à la première partie qui expose les principales données du problème. Alors, point important sur la nucléarisation de la péninsule coréenne. D'abord, il faut remarquer que la péninsule coréenne, coincée, si j'ose dire, entre le Japon et la Chine, comme je vous l'ai déjà dit, fait partie d'une zone du monde extrêmement sensible, puisque c'est la seule zone où, à Hiroshima et Nagasaki, l'arme nucléaire a été effectivement employée, a fait des morts, et a été donc, non pas quelque chose comme chez nous, une arme théorique de non-emploi, tout ce qu'on voudra, une arme réelle qui a été une des causes d'ailleurs de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième point, l'arme nucléaire, c'est que c'est pour la première fois dans l'humanité ce qu'on appelle une arme de non-emploi. Quand on a une arme, on s'en sert, ou on peut s'en servir. Quand on a une arme nucléaire, on ne s'en sert pas. On ne peut pas s'en servir. Mais elle a une efficacité. Donc c'est un peu complexe, un peu compliqué, mais l'efficacité de l'arme nucléaire va de pair avec l'impossibilité de s'en servir. Si on s'en sert, on a perdu l'efficacité. Et on aboutit à une destruction qui est totalement intolérable. Autant une arme nucléaire ne peut pas être employée, autant toutes les catégories d'armes dites conventionnelles, c'est-à-dire non nucléaires, peuvent éventuellement être employées, y compris les plus puissantes, les plus destructrices. Troisième point, c'est que l'arme nucléaire a été l'objet d'un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération générale à l'échelle du globe, qui interdit, pour simplifier, à part pour 5 puissances, dont d'ailleurs la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, de posséder des armes nucléaires. Évidemment, l'emploi, encore une fois, est interdit, mais la possession même est interdite. Et seuls 4 pays, aujourd'hui, n'ont pas signé et ratifié ce traité et possèdent des armes nucléaires: l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. La Corée du Nord avait fait partie du traité et s'en est retirée. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou non, l'arme nucléaire coréenne n'est pas, en quelque sorte, une infraction à un traité que la Corée du Nord aurait signé ou à quelque chose qui s'opposerait à elle. C'est simplement une mise au banc des nations parce que les nations ne veulent pas l'arme nucléaire, mais en fait, la Corée du Nord est juridiquement parfaitement apte à posséder l'arme nucléaire.
Autre point important, et nous allons le voir pour la Corée du Nord, l'arme nucléaire aujourd'hui, ce sont deux choses. Une tête nucléaire, c'est-à-dire quelque chose qui est une bombe nucléaire, tout simplement, qui provoque l'explosion nucléaire. Et ça, c'est relativement facile pour tous les pays aujourd'hui, enfin la plupart des pays, de constituer une tête nucléaire. Donc ce qui est déterminant et décisif, c'est ce qui va porter cette arme nucléaire jusqu'au point de son explosion, c'est ce qu'on appelle les missiles. Hiroshima, c'était une bombe lancée par avion, c'est fini maintenant. Donc l'effort de la Corée du Nord et le point, si j'ose dire, de puissance de la Corée du Nord, ce n'est pas dans le développement de bombes nucléaires, de têtes nucléaires de plus en plus puissantes, c'est dans le développement de missiles de plus en plus à une portée de plus en plus longue et de plus en plus performants. L'idée de la Corée du Nord, c'est d'ailleurs que de pouvoir frapper le grand ennemi, c'est-à-dire les États-Unis, et on va voir tout à l'heure dans les missiles que construit et que développe la Corée du Nord actuellement, les plus performants sont capables de toucher le pays, les États-Unis, dans cet ordre-là de proximité, l'Alaska, après Hawaï et après la Californie. Enfin, dernier point qui rend les choses encore plus compliquées, jusqu'à une époque relativement récente, on va dire jusqu'à une vingtaine d'années, l'arme nucléaire, on ne pouvait pas l'arrêter avec une absolue certitude. Pour simplifier, si vous imaginons dans un conflit, à un moment les États-Unis et l'Union soviétique avaient près de plusieurs milliers de missiles, enfin de bombes nucléaires chacun, imaginez même que vous ayez 99 chances sur 100 d'arrêter les missiles de quelque façon que ce soit, enfin d'arrêter les bombes nucléaires, qu'elles soient aéroportées ou par missile. Eh bien si l'ennemi vous en envoie 100, il a une grande probabilité pour que ces 100, il y en ait une qui arrive, et ça même c'est intolérable, insupportable. Donc toute la doctrine nucléaire reposait sur l'idée qu'on ne pouvait pas arrêter les bombes, donc il fallait avoir ce qu'on appelle une doctrine non seulement de non-emploi, mais de vulnérabilité. Je suis vulnérable à une frappe, mais en revanche, si je supporte une frappe, immédiatement mon adversaire va recevoir une frappe de ma part. Donc on se protège de l'arme nucléaire, non pas en se protégeant de l'explosion nucléaire éventuelle sur son sol, mais par un système de ce qu'on appelait la MAD, la Mutual Assured Destruction, c'est-à-dire une destruction mutuelle assurée. Si quelqu'un l'emploie, je l'emploie en représailles. D'où on voit que le nucléaire, comme on disait, ne dissuade que le nucléaire. Ça ne sert à rien, le nucléaire, ni pour résoudre des problèmes de guerre civile, de guerre intérieure, et ça ne sert à rien contre une puissance non nucléaire, puisque la puissance nucléaire ne peut faire autrement que de s'allier à une puissance nucléaire pour être protégée. Or, ce qui est développé par la technologie, et on n'a absolument jamais pu arrêter la technologie, surtout dans ce domaine-là, c'est que depuis un certain temps, on développe ce qu'on appelle des boucliers antimissiles. Donc la première, si vous voulez, la première tentative ou la première recherche vraiment sérieuse date des années 80, et aujourd'hui, les Américains ont développé un système antimissile qu'on appelle le THAAD, T-H-A-A-D, qui protège d'une attaque nucléaire. Alors c'est très compliqué parce que d'abord ça remet en cause la doctrine de destruction mutuelle assurée, donc on ne sait plus très bien, alors si je suis protégé, je ne suis plus vulnérable, donc je n'accepte plus, si vous voulez, cette coexistence qu'on appelait pacifique. Deuxième point, rien, jamais n'assure, parce que ce bouclier n'a jamais été utilisé, puisqu'il n'y a jamais eu de frappe nucléaire, donc rien n'assure que ce bouclier sera efficace à 100%. Donc on revient au cas antérieur. Qu'est-ce qui se passe si l'ennemi sature en quelque sorte le bouclier antimissile par le nombre de missiles lancés? Et puis troisième point, ce bouclier antimissile n'est développé que par les puissances à très haute technologie. Alors dans le cas de la Corée du Sud, les États-Unis ont interdit évidemment à la Corée du Sud de devenir une puissance nucléaire. La Corée du Sud a signé le TNP. Donc la Corée du Sud ne peut pas se défendre contre la Corée du Nord nucléarisée, puisque si la Corée du Nord la frappait, entre guillemets, d'une frappe nucléaire, la Corée du Sud ne peut pas faire une représaille, une frappe nucléaire de représailles, parce qu'elle n'a pas d'armée nucléaire. Donc la Corée du Sud est à la fois dépendante des États-Unis, comme l'est le Japon bien entendu, pour sa sécurité face à une puissance nucléaire, que ce soit la Corée du Nord ou éventuellement la Chine, et d'autre part, pour protéger
la Corée du Sud contre la Corée du Nord, les États-Unis ont décidé, et un petit peu forcé la main à la Corée du Sud, de développer un bouclier antimissile, mais qui est bien entendu un bouclier antimissile américain. Et contre cela, ça a été une partie d'ailleurs de bras de fer entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les Sud-Coréens sont un petit peu réticents, la population est assez hostile, les autorités étaient un peu réticentes, la présidente Park auparavant y était favorable, l'actuel président, tant qu'il n'était pas président, avait émis des réserves, mais aujourd'hui on se rend compte de deux choses. Premièrement, la Corée du Sud n'a pas beaucoup le choix parce que les États-Unis imposent ce bouclier et les États-Unis sont les seuls qui puissent assurer la sécurité de la Corée du Sud. Et d'autre part, pour asseoir, et nous verrons ça par la suite, pour asseoir sa crédibilité, le président de la Corée du Nord, enfin le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a besoin d'avoir une puissance nucléaire crédible. Or, cette puissance nucléaire crédible, comme je vous l'ai dit, elle repose surtout sur les missiles. Si dans la théorie, peut-être que les États-Unis pourraient être frappés, là on est encore sans doute assez loin du compte. Donc l'arme nucléaire coréenne, nord-coréenne, elle va menacer essentiellement le Japon et la Corée du Sud. Heureusement plus le Japon que la Corée du Sud, mais enfin quand même, si vous étiez une autorité responsable de Corée du Sud, vous ne pourriez pas, si vous voulez, accepter sans réagir cette menace à votre sécurité. Parce que, et j'en terminerai par là dans cette introduction, la différence entre une arme nucléaire et une arme conventionnelle, c'est que, comme l'on dit, une arme conventionnelle menace la sécurité du pays, une arme nucléaire menace sa survie. Un seul exemple, au moment de la guerre froide, on s'en est aperçu après, la Belgique est au centre du dispositif de l'OTAN, puisque en lien avec les États-Unis, et puis le siège de l'OTAN et le siège de l'Union européenne, les soviétiques avaient des plans de frappe, et deux armes nucléaires, une sur Anvers, une sur Bruxelles, suffisaient à détruire la totalité du pays, si j'ose dire, à tout jamais. Donc l'arme nucléaire, si elle était employée, aujourd'hui, avec les volumes et la puissance que l'on a mise en œuvre, ça détruit un pays, ça détruit sa survie, et c'est donc totalement inacceptable de prendre le moindre risque dans ce domaine. Voyons maintenant dans une seconde partie la chronologie de la question nucléaire en Corée de la fin de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Je vais maintenant aborder dans cette partie la chronologie de la nucléarisation de la péninsule coréenne en vous expliquant comment on est parti d'une situation en 1945 où l'arme nucléaire utilisée au Japon à la situation actuelle en 2018 où Trump a reconnu que la Corée était une puissance nucléaire, en échange de quoi Kim Jong-un s'est engagé à dénucléariser son pays, à une perspective que l'un et l'autre se sont bien gardés de préciser. Alors, il faut quand même comprendre que la péninsule coréenne a été confrontée au nucléaire dès 1945, puisque à l'époque, le Japon a été frappé. Il a été frappé 2 fois et il avait colonisé la Corée. Et au moment où la guerre de Corée a éclaté, notamment dans les premières années, 50 et 51, eh bien, le chef des forces américaines, le général MacArthur, a suggéré au président Truman de faire usage de l'arme nucléaire pour arrêter l'invasion du sud du pays par les troupes communistes, essentiellement les troupes chinoises, et de prendre ainsi le risque d'une contre-frappe nucléaire à l'époque soviétique uniquement, au cas où les Américains auraient utilisé la force nucléaire en premier. Les choses en sont restées là, notamment parce que tacitement les Soviétiques ont accepté de ne pas aller trop loin, si j'ose dire. On en est revenu, en fait, au bout de 3 ans, à peu près à la situation du début de la guerre de Corée. Donc les Soviétiques ont tacitement accepté de ne pas aller jusqu'au bout de la conquête de la totalité de la péninsule coréenne, moyennant quoi les Américains ne voulaient plus, je dirais, mourir pour la Corée du Nord et ont accepté indirectement, même s'il a fallu 2 ans encore de conflit militaire, que la péninsule soit divisée. Et donc, on a évité une escalade nucléaire parce que ni les uns ni les autres estimaient que la Corée du Nord pour les uns et du Sud pour les autres valait une escalade nucléaire. Alors, à partir de 1958, la guerre froide se durcit en Asie. Les Américains ont implanté en Corée du Sud des missiles à tête nucléaire pour bien marquer cette fois-ci
que toute attaque de la Corée, c'était l'attaque contre un pays qui avait des armes nucléaires, donc qui était ipso facto sanctuarisé, non pas par les Coréens eux-mêmes, mais par les Américains. En effet, on pense à cette époque que la Corée du Nord a la tentation de reprendre l'offensive pour conquérir la Corée du Sud. Et il faut bien comprendre, parce que c'est un peu difficile aujourd'hui, vu la situation d'aujourd'hui, à comprendre, qu'en 1958, en 1960, le régime fort, c'est le régime de la Corée du Nord. Il a une meilleure croissance économique, il a une plus grande assise politique, alors que le régime de Corée du Sud, il est aussi dictatorial que le régime de la Corée du Nord. C'est un pays qui est plus pauvre. La partie sud de la Corée était plus pauvre que la partie nord dans les années 40, donc elle est toujours plus pauvre dans les années 60, au début des années 60. Et le régime sud-coréen apparaît corrompu, faible, dictatorial, dans le fond, si vous voulez, comme un fruit mûr. Là encore, on fera peut-être par la suite une autre vidéo. Si on se passe en 58-60, il y a deux points chauds autour de la Chine, le Vietnam et la Corée. En 1960, le régime sud-vietnamien apparaît plus stable, plus fort que le régime sud-coréen. L'histoire nous montrera qu'il n'en était rien. Alors officiellement, donc, les armes américaines protégeaient la Corée du Sud contre une attaque de la Corée du Nord, mais officieusement, en 1958, c'est le moment où l'on comprend que la Chine, la République populaire de Chine, va devenir une puissance nucléaire, et donc c'est aussi une façon pour les Américains qui, en plaçant des armes nucléaires au Japon et en Corée du Sud, d'avoir une sorte de proximité, de frappe vis-à-vis de la Chine également. C'est toujours, encore une fois, quand on parle des relations entre les Américains et les Coréens, c'est toujours l'arrière-fond, ce sont les relations entre les Américains et les Chinois. Lorsque la guerre froide prend fin, en 1991, les deux Corées entrent à l'ONU, et ce qui est naturellement une garantie de survie, puisque la Corée du Nord étant membre de l'ONU, il n'est plus question pour les Américains de souhaiter la destruction de son régime. Et on pense aussi, à partir de cette année 91, que le régime du Sud est en meilleur état, la croissance économique a enfin démarré, la démocratisation est en voie, la stabilité du régime est en voie. On pense donc que le régime du Sud est plus stable, plus pérenne, et les Américains donc conservent des troupes, les réduisent à 40 puis à 30 000 hommes, conservent des troupes qui sont en quelque sorte des otages. Si les Nord-Coréens envahissent la Corée du Sud, ils vont tuer les soldats américains, ce qui sera insupportable. Mais en même temps, on voit bien que on est sur une, je dirais, une idée qui est toujours vraie 30 ans après, presque 30 ans après, que les deux régimes vont coexister et perdurer. Encore une fois, 75 a vu la fin, la réunification du Vietnam, 91 la réunification de l'Allemagne, mais elle a vu aussi la pérennité de la séparation de la Corée. Le nucléaire n'y peut rien. Je suis déjà revenu là-dessus. La Corée a une histoire de constitution de plusieurs pays, de plusieurs États, qui ne fait que, en quelque sorte, se reproduire aujourd'hui. Alors, entre 58 et 91, la disparition de l'Union soviétique a aussi montré une chose aux Coréens du Nord, et aux Chinois d'ailleurs, c'est que les régimes communistes sont mortels. C'est-à-dire qu'on peut disparaître quand on est dans un régime communiste si on ne fait pas attention à un certain nombre d'événements. Les Chinois, comme vous le savez, à partir de 80 et plus encore à partir de 91, en tireront la conclusion qu'il faut réformer de fond en comble l'organisation économique du pays. Les Coréens, les Nord-Coréens, qui ont la chance d'être un petit État, en ont tiré une autre conclusion, c'est qu'il faut essayer d'avoir un moyen d'être indépendant, sans se fâcher complètement avec la Chine, mais de ne plus dépendre entièrement et uniquement de la Chine, puisque l'Union soviétique est disparue, pour sa survie. Alors, dans cette idée, dans cette perspective, les Nord-Coréens, qui ne sont pas plus sots que les autres, se sont demandé quelle est la seule garantie pour qu'un pays ne soit pas attaqué par une puissance nucléaire. Et bien, c'est que ce pays lui-même soit nucléaire. Donc, vous voyez dans le tableau, si vous voulez un état comparatif des forces conventionnelles des deux pays, il y a un fort avantage pour la Corée du Nord, même si le tableau est plus contemporain. La Corée du Nord a beaucoup de matériel, beaucoup plus de matériel. Elle peut, je dirais, enrôler beaucoup plus de
réservistes que la Corée du Sud, mais tout le monde sait bien que ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les armes, et notamment les chars, l'artillerie, les avions de combat et la flotte, les armes ne sont pas importantes par leur nombre, mais par leur capacité. Et quand vous voyez la différence de budget entre les Corées du Sud et la Corée du Nord pour les armements, vous comprenez que la supériorité est de façon écrasante en faveur de la Corée du Sud. Donc si aujourd'hui il y avait un conflit de type conventionnel, bien que la Corée du Sud consacre presque un tiers de son PIB, ce qui est démentiel, à ses forces armées, alors que la Corée du Nord consacre près d'un tiers de ses ressources à l'équipement de ses forces et au financement de ses forces, alors que la Corée du Sud n'en consacre que 2,8%, eh bien, il y a un immense avantage pour la Corée du Sud, puisque le budget de la Corée du Sud est à peu près le budget militaire de la Corée du Sud est à peu près 5 fois plus grand que celui de la Corée du Nord. Petite parenthèse, 2,8% du PIB consacré à la défense pour la Corée du Sud, ce n'est pas beaucoup. Pendant la guerre froide, la France approchait les 3,8 voire 4% environ, vous voyez, un point de plus. Pourtant, en 1980, la France ne semblait pas être une puissance qui consacrait excessivement de disponibilité financière à sa défense. Donc la Corée du Sud, contrairement aux apparences, et contrairement aux discours, et contrairement à l'idée qu'on a, n'est pas un pays qui se surarme. Alors pourquoi elle ne se surarme pas? Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle préfère investir dans le civil, et la deuxième, c'est qu'évidemment, elle sait, et c'est là où la nucléarisation revient en force, elle sait que face à une Corée du Nord, face à une Chine, face à une Russie nucléaire, quel que soit l'équipement des forces sud-coréennes en matériel conventionnel, ils ont besoin d'une garantie de sécurité que seule une puissance nucléaire peut leur donner. Cette puissance, c'est et ce n'est que les États-Unis. C'est pour ça que là encore, la nucléarisation de la Corée du Nord, c'est un élément très important. C'est la légitimation pour l'Amérique, pour les États-Unis, pour Donald Trump, comme auparavant pour Obama. C'est la légitimation de l'intervention des États-Unis dans la zone. En quelque sorte, on peut dire de façon objective, pour reprendre un vocabulaire marxiste, Kim Jong-un est le meilleur allié objectif de Donald Trump, et je crois que l'un comme l'autre s'en rendent parfaitement compte. Alors, à partir des années 60-65, et on date généralement de 1965, le premier développement d'un réacteur nucléaire en Corée du Nord. Donc oui, c'est très tôt, à partir en tout cas de 65, avec l'aide à l'époque de l'Union soviétique, parce que la Corée du Nord se méfiait un petit peu de la Chine, eh bien la Corée du Nord commence à rechercher, en quelque sorte, les façons d'avoir une industrie nucléaire. Je vous rappelle, là aussi très important, qu'il y a deux volets d'une industrie nucléaire, ce qu'on appelle le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Or, le traité de non-prolifération, le TNP, qui est signé en 1975 et auquel la Corée du Nord adhère, donne le droit à tout État d'avoir une industrie nucléaire civile. Il interdit simplement, sauf aux 5 grandes puissances, d'avoir une arme nucléaire, d'avoir une force militaire stratégique, nucléaire stratégique, mais qu'il légitime les forces nucléaires civiles. Là aussi, quand on étudie le cas de l'Iran, il faut bien comprendre ça. La Corée du Nord, donc au départ, en 1965, s'équipe en quelque sorte d'abord de facultés de recherche, et puis elle prend comme idée qu'elle va développer le nucléaire civil, puisque c'est un pays qui manque de ressources énergétiques. Elle accepte en particulier des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ce qui est conforme aux dispositions du TNP, c'est-à-dire qu'elle accepte que l'on vienne, des experts internationaux viennent contrôler que son développement nucléaire est effectivement limité au domaine civil. Bon, dès 65, dès 75, ou peut-être des années 80, on ne sait pas, mais sans doute au moment où la Corée du Nord signe le TNP, elle commence déjà à développer en toute discrétion, voire en tout secret, des recherches ou des embryons de recherche ou des lignes de recherche dans le domaine militaire. En tout cas, elle pense déjà à s'équiper d'un programme nucléaire militaire, même si elle s'en défend, ce que les services américains, la CIA, commencent à soupçonner à partir de 90-91. En 1994, décès du premier dirigeant Kim Il-sung, et donc changement de génération au pouvoir.
son fils qui arrive au pouvoir, commence, c'est un peu d'ailleurs le cas de Kim Jong-un aujourd'hui, donc le fils de Kim Il-sung, qui est le père de Kim Jong-un, qui s'appelle Kim Jong-il, il commence par une ouverture des États-Unis et il signe un accord bilatéral. Il dit, la Corée du Nord s'engage à démanteler un programme nucléaire militaire que, encore une fois, jusqu'à maintenant, elle prétendait ne pas avoir, mais en échange de la construction de réacteurs civils et de la fourniture d'énergie civile par les États-Unis ou par la Corée du Sud d'ailleurs. Donc, la Corée du Nord s'ouvre à une coopération, mais en même temps, ce qui apparaît aujourd'hui assez clairement, en même temps, comme l'on dit souvent en politique, elle développe dès cet instant un programme nucléaire avec deux points, comme je vous l'ai déjà dit. Le nucléaire, ce sont des têtes nucléaires et des missiles. Et la Corée du Nord développe l'un et l'autre. Alors, vous pouvez avoir des missiles qui emportent des armes conventionnelles, mais vous avez besoin de missiles si vous voulez faire une frappe nucléaire aujourd'hui. Alors, les Américains, évidemment, s'en doutent beaucoup. Ça commence en quelque sorte à avoir, je dirais, le soupçon américain d'un programme clandestin, et l'affaire devient extrêmement conflictuelle à partir d'un fait qui n'a rien à voir, qui sont les attentats du 11 septembre 2001, c'est-à-dire que George Bush, pour défendre l'Amérique qui s'estime menacée, et encore une fois, ça n'a rien à voir ni avec la Corée, ni avec la nucléarisation, définit ce qu'il appelle un axe du mal, dans lequel il place l'Irak, l'Iran et, curieusement pour nous, la Corée du Nord. Mais en fait, c'est une façon, sans doute, si vous voulez, c'est une façon un peu détournée de remettre le programme nucléaire coréen sur la table en expliquant aux Coréens du Nord que jamais les États-Unis n'accepteront la poursuite de ce contrat, de ce programme, et jamais les Coréens du Nord ne seront autorisés par les États-Unis à avoir une arme nucléaire. Bien entendu, comme on l'a compris déjà, les Coréens du Nord se passeront de l'autorisation américaine. Alors, on a en quelque sorte des périodes qui alternent bonne volonté nord-coréenne qui déclare des moratoires, voire même des démantèlements, coup de gueule des Américains. Les Chinois sont quand même relativement inquiets et à partir de 2003, ils montent un cycle de négociations qu'on appelle les pourparlers à 6, qui montrent bien qu'ils veulent pour une fois, la Chine, vous savez toujours, veut bilatéraliser les relations parce qu'elle est la plus forte. Et là, en l'occurrence, elle veut les multilatéraliser puisqu'elle comprend bien qu'elle n'aura pas raison à elle toute seule, la Corée du Nord, pour parler à 6 qui démarrent, qui sont interrompus assez rapidement, mais qui invitent à la table de négociation, si j'ose dire, à la fois donc, la Chine et les États-Unis, les deux Corées, mais aussi le Japon et la Russie. Donc on voit que la Chine a une véritable préoccupation. Elle ne veut absolument pas apparaître en première ligne pour, en quelque sorte, interdire à la Corée du Nord d'avoir un programme. Et elle aimerait bien que la situation s'apaise dans une sorte de garantie mutuelle de sécurité où tout le monde s'entendrait pour une coexistence pacifique. Seulement, les Coréens du Nord n'acceptent pas ça parce que dès 2006, par exemple, ils procèdent à un premier essai nucléaire. Et donc, dès 2006, ils maîtrisent une explosion nucléaire avec une tête nucléaire qui a réalisé l'explosion. Il y a des sanctions du Conseil de sécurité, il y a beaucoup de difficultés, mais la Corée du Nord, à partir de 2006, développe, sans plus aucune ambiguïté, un programme nucléaire avec des têtes nucléaires et développe un programme de missiles. Et elle ne le cache plus. Voilà. Elle finit par, en 2008, renoncer à l'adhésion au TNP, c'est-à-dire elle se retire du traité de non-prolifération nucléaire, et donc elle proclame avoir le droit, ce qui en droit international est exact, d'avoir une force de frappe, puisqu'elle n'est plus signataire d'un traité qui le lui interdit, et que dans le fond, il n'y a rien au-dessus du droit de ce traité pour interdire à une puissance d'avoir l'arme nucléaire. Elle a raison en ce sens que le Pakistan et l'Inde, avec en quelque sorte l'appui tacite des Américains et des Chinois, et Israël avec l'appui tacite des Américains, sont eux-mêmes des puissances nucléaires et ne sont pas signataires du TNP. Donc la Corée du Nord rentre dans ce petit club de 4 pays
Et elle a réussi, à partir de 2009, à avoir une force qui est crédible. Peut-être qu'il n'y a pas de missiles, peut-être que les missiles sont de très faible portée, mais la Corée du Nord possède une capacité nucléaire. Et ça, c'est, si j'ose dire, en 2009, incontestable. C'est-à-dire que la Corée a réussi son pari. Encore une fois, avec un peu de ruse, il ne faut pas voir les Coréens du Nord comme une espèce de brutes complètement, je dirais, insensibles. Ils ont joué très finement parce qu'ils ont alterné des périodes de négociation avec les Américains en s'engageant à des moratoires, et puis des périodes, si vous voulez, plus ou moins d'affirmation de la force, parce que dans le nucléaire, ce qui est très difficile, c'est d'arriver au seuil de crédibilité. Vous savez qu'en 1981, les Irakiens avaient en quelque sorte l'intention de développer une arme nucléaire. Ils arrivaient presque au seuil de crédibilité. Qu'est-ce qu'ont fait les Israéliens? Ils ont bombardé les installations irakiennes pour détruire la force. Et comme l'Irak n'était pas encore une puissance nucléaire, mais évidemment pas de représailles nucléaires. Donc les Coréens ont joué beaucoup plus finement. Ils arrivent au moment où ils sont une puissance nucléaire. On ne peut plus les attaquer sans être, si j'ose dire, susceptible de recevoir des représailles nucléaires. Alors lorsqu'en 2011, Kim Jong-un arrive au pouvoir, eh bien, il commence déjà là aussi, comme son père l'avait fait quelques années auparavant, en 2012, à signer un premier accord avec les Américains. Parce qu'entre-temps, la Corée du Nord a quand même, sur le plan économique, connu une sorte d'effondrement. Et l'accord de 2012, c'est un accord dans lequel les Coréens s'engagent, en quelque sorte, à arrêter toute recherche et tout équipement dans le domaine des missiles et des têtes, contre une aide alimentaire dont le régime a besoin pour se consolider. Donc Kim Jong-un a besoin. Vous voyez là aussi, l'aide alimentaire espérée pourrait conforter le régime, mais en même temps le rendre dépendant des États-Unis. Donc, dès 2013, dès 2012-2013, on s'aperçoit que la Corée du Nord revient à sa politique antérieure de développer un équipement des forces. Et à partir de 2013, le troisième essai nucléaire, on voit que les Coréens, à marche forcée entre 2013 et 2016, c'est-à-dire pendant 3 ans, équipent leurs forces. Alors, il y a très peu de têtes nucléaires, entre 5 et 8, peut-être moins. Il y a des missiles, notamment le fameux missile Taepolong 2. Est-ce que ce missile a une véritable portée de 10 000 km, comme les Nord-Coréens l'affirment? Sans doute non. L'essentiel, c'est que la Corée du Nord peut frapper nucléairement le Japon. Et c'est même d'ailleurs sans doute le Japon qui est sa première cible plus que la Corée du Sud, car ce serait toujours un petit peu ennuyeux pour les Nord-Coréens de tuer des concitoyens coréens. Mais vu le sentiment de la population, tant au nord qu'au sud contre le Japon, une frappe nucléaire des Nord-Coréens contre les Japonais, qui est tout à fait à leur portée, serait sans doute plus acceptable dans le cas où une escalade nucléaire les amènerait à se poser cette question. En tout cas, la menace nucléaire sur le Japon est une réalité. Après, la menace nucléaire sur une partie des États-Unis, comme on le voit plutôt dans un premier temps sur Hawaï et sur l'Alaska, ce sont 2 États des États-Unis, suffit à menacer le territoire américain. Ensuite, la Californie. Alors, est-ce qu'il le pourrait pas vraiment? Là n'est pas tellement la question. La question est, est-ce qu'ils ont une arme nucléaire? La réponse est oui. Donc l'arrivée au pouvoir de Donald Trump marque un regain de tension parce que Trump n'est pas un diplomate, si j'ose dire, comme les autres, en ce sens qu'il commence avec une politique étrangère qui s'affirme, en tout cas en parole, assez agressive, assez brutale. Et si on réfléchit bien, parce qu'on a beaucoup reproché à Donald Trump d'être une sorte d'anti-diplomate, d'éléphant dans un magasin de porcelaine, si j'ose dire, de personnes mal élevées au milieu de diplomates extrêmement bien élevés. Dans le fond, il ne fait que reprendre sous une autre forme un vocabulaire un petit peu excessif, comme Kim Jong-un. Donc après des invectives, des menaces de part et d'autre, de façon assez brutale, Trump propose et accepte une entrevue directe avec le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Alors c'est un renversement complet, si vous voulez, de la politique américaine, parce que on l'a accusé Trump d'avoir rien compris. En fait, mon sentiment est qu'il a tout compris. Premièrement, la nucléarisation de la Corée du Nord est irréversible, et il ne sert à rien de la nier. Deuxièmement, comme l'on dit, et il
faut bien aussi conserver ça dans l'esprit, le nucléaire rend sage. Le nucléaire rend sage, c'est-à-dire que le dictateur fou, entre guillemets, et je pense encore une fois qu'il n'est pas fou, qui aurait pu se lancer dans les années 80, 90 ou 2000 dans une opération militaire contre la Corée du Sud, ce dictateur fou n'existe plus. Il y a un dictateur sage qui sait qu'avec une arme nucléaire, il est non seulement susceptible de frapper, évidemment, nucléairement les autres pays, mais par là même, il est susceptible d'être frappé nucléairement, donc il est susceptible d'être détruit. Le paradoxe, c'est que la nucléarisation de la Corée, encore une fois, la rend sage. D'où ce fameux sommet à Singapour. Singapour, c'est une ville chinoise, comme chacun sait, mais c'est pas en Chine, du moins en République populaire de Chine. Ce sommet de juin 2018, du 12 juin 2018, où les deux chefs d'État se réunissent, il y a beaucoup de cinéma, il y a un document commun, ce n'est ni un accord, encore moins un traité. Qu'est-ce que dit ce document commun? Le geste symbolique que les États-Unis attendaient, et qui, dans le fond, ne coûte pas très cher à la Corée du Nord, c'est le rapatriement, enfin l'engagement de rapatrier le corps de tous les soldats américains qui seraient encore sur le territoire nord-coréen, et donc tous les soldats morts pendant la guerre de Corée, entre 50 et 53, et les États-Unis ils tiennent à cette victoire symbolique, les familles, bien entendu, tiennent beaucoup, et les Nord-Coréens donnent satisfaction. Pour le reste, à quoi s'engage-t-on? On s'engage à trois choses. La première, c'est à avoir des bonnes relations, ce qui, encore une fois, en diplomatie ne coûte rien. La deuxième, les Nord-Coréens s'engagent à désarmer, à renoncer à l'arme nucléaire, mais sans date, sans engagement précis, c'est-à-dire à un horizon infini. Je vous rappelle aussi que la doctrine des États-Unis, et qui notamment, ça, si un jour on peut en parler, c'est très important, la doctrine des États-Unis, c'est de n'avoir d'armes nucléaires que tant que c'est efficace. Et en particulier, si vous voulez, la doctrine américaine, qui est là encore sans aucune limite de temps, mais dans le fond, c'est de dire que les armes nucléaires sont des armes immorales, et elles sont immorales parce qu'elles frappent essentiellement une population civile, et qu'il faut y renoncer. Sinon, on ne pourra y renoncer que lorsque tout le monde y aura renoncé. Donc, encore une fois, théâtre d'ombre, si vous voulez, Kim Jong-un rentre dans une sorte de doxa de toutes les puissances nucléaires, c'est de s'engager à la dénucléarisation, mais c'est un engagement qui, encore une fois, n'a aucune réalité. Et puis, les États-Unis s'engagent, là aussi, à lever toutes les sanctions qui pourraient qui sont effectives à l'encontre de la Corée du Nord. Là aussi, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'engagement précis. C'est une idée, on va désarmer, les uns disent on va désarmer, les autres disent on va lever les sanctions. Dans le fond, dans la réalité, rien ne s'est passé très concrètement, mais tout s'est passé. La Corée du Nord est officiellement reconnue comme une puissance nucléaire par les États-Unis. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'avenir? Il y a une vision optimiste qui est, encore une fois, le nucléaire rend sage, et donc la Corée du Nord va devenir un pays plus sage, si j'ose dire, dans le domaine des relations économiques et internationales avec l'ensemble du monde, parce qu'elle est une puissance nucléaire. La deuxième, évidemment, conclusion que l'on peut en tirer, on verra ça dans une autre partie, c'est que le problème de la survie de la Corée du Nord ne se pose plus par rapport à son entourage, par rapport à ses adversaires, par rapport à ses ennemis. Ce qui menace le plus la Corée du Nord, ce sont ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon. Ce qui menace le plus la Corée du Nord, paradoxalement, le régime coréen du Nord est le plus menacé par son développement économique, ou plus exactement par la question de trouver un chemin de développement économique qui ne menace pas le régime. Les Chinois y sont arrivés, les Soviétiques non, et les Nord-Coréens sans doute se posent, Kim Jong-un en tout cas, qui a été encore une fois éduqué vraisemblablement en Suisse et qui donc sait ce qui se passe quand une économie fonctionne convenablement. Kim Jong-un est sans doute plus préoccupé et occupé à résoudre cette question que, comme le croit souvent la presse internationale, à résoudre le problème de la reconnaissance de la nucléarisation de son pays par les Américains, et je dirais presque tout autant, et peut-être encore plus par les Chinois.